Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui, mercredi 11 janvier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour débattre et commenter l'actualité, Alexandra Spinner, bonjour. Conseillère régionale LR d'Île-de-France. Vous êtes également enseignante. Tiens, on pourra dire un mot des projets de Pap Ndiaye, une dictée quotidienne à partir de l'année prochaine. Raphaël Amsalem, chargé d'études chez Génération Libre. Bonjour à vous. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne de débat politique est sur YouTube et c'est Les Indécis. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour à vous. Bah oui, c'est quoi l'actualité La réforme des retraites. Voilà, une réforme juste. Ce matin, effectivement, Xavier Bertrand disait c'est une réforme injuste socialement. C'est ce sont ces mots, hein, Ergun Toparslan, c'est vous qui me les avez rapportés. Voilà, murmuré. La NUPES hier a eu des mots très durs et on sent qu'il y a une mobilisation contre cette réforme des retraites. La gauche et les syndicats unis et puis Indochine qui boycotte Perpignan et Louise attaque aussi. Qu'en pensez-vous? On en parle avec vous. On va commencer avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons avec vous, Alexandra. On ne parle pas beaucoup d'international et c'est vrai que c'est toujours bien de mettre un coup de projecteur sur l'Iran en particulier. Oui, c'est vrai que régulièrement, j'essaie de parler ici de l'Iran. Moi, je suis d'abord très admirative de ce peuple. Je trouve qu'il est bien seul. Oui, absolument. Les petites mesurettes qu'on annonce ici et là paraissent tellement dérisoires par rapport à ce que vit ce peuple sous le régime d'un barbare et sanguinaire des mollahs. Donc je pense qu'il serait temps peut-être qu'on soit plus ferme et que l'Iran sache que nous sommes à leur côté. Oui, l'Iran, enfin les Iraniens, pas l'Iran, pas le pouvoir iranien. Évidemment, oui. Le peuple iranien. Sauf qu'il y a des enjeux, il y a la réelle politique qui fait que c'est compliqué. Qui dépasse ces sujets-là et je ne peux que le regretter. Alors le Sénat a pris plutôt des positions courageuses, comme souvent d'ailleurs. Mais voilà, je regrette que ce soit très en deçà du drame que vit ce peuple. Oui, avec on avait dit, enfin voilà, qu'il y aurait un infléchissement. Visiblement, c'est l'inverse. On a vu la pendaison de ces deux jeunes hommes. Et puis la barbarie de ce régime, enfin les viols en détention, les viols organisés, les pressions sur les familles. Vous avez vu cette une journaliste, je crois, iranienne, ou une manifestante qui s'est retrouvée avoir un appel de ses parents. En réalité, c'était un agent du régime qui l'appelait. Ce sont des menaces quand même très réelles. C'est-à-dire que non seulement le peuple iranien vit sous le joug de ces barbares, mais ici en France, ils sont également menacés. C'est terrifiant. Voilà. Et je trouve que tout ça est très en deçà du drame quotidien de ce peuple et de ces femmes pour lesquelles j'ai une admiration absolue. Raphaël, vous vouliez dire un mot? Regrettable que c'est une des rares, disons, insurrections de la part d'un peuple envers son pouvoir autoritaire qui dure dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, ça fait plusieurs mois que le peuple iranien se bat. Et donc c'est là où ce serait plutôt bienvenu que la France prenne des positions qui soient fortes, tout simplement parce qu'il faut faire en sorte que cette révolte-là ne s'épuise pas et ne soit pas réprimée outre mesure, de telle sorte qu'elle s'éteindrait. On est déjà dans l'outre-mesure, on est bien d'accord. Oui, non, bien sûr, mais c'est dans le sens de dire que la résistance continue. Alors, et qu'avec le soutien de la France, on pourrait espérer qu'elle continue encore, et c'est ça qu'il faut avoir comme objectif. Et ce serait plutôt dans la tradition de la France, quand même, d'être aux côtés d'un peuple qui résiste. Alors, c'est vrai que quand on observe l'histoire de l'Iran, c'est toujours un processus très lent. On a vu la chute du Shah, ça a été... Mais je trouve qu'il résiste vaillamment, il nous donne des leçons de courage au quotidien. Et voilà, soyons aux côtés du peuple iranien. Je pense que... Oui, très, très, très juste et à chaque fois important d'en parler. Il y a d'autres pays dont on ne parle pas. Haïti qui est dans un état de chaos absolu, ou encore la Birmanie qu'on oublie totalement avec Aung San Suu Kyi dont on parle assez peu, qui a été condamnée à 33 ans de prison. Elle a 77 ans. L'Arménie, oui. Le Yémen. Enfin bon, la liste est longue, mais c'est vrai qu'en Iran, le Yémen, alors là, c'est... Oui. On parle absolument pas. C'est le blackout total, absolument. Tout autre chose, Ergun, avec vous, un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule qui concerne la hausse des tarifs de la SNCF. En catimini, en ce tout début d'année, on a pu tous le constater à travers cette magnifique application d'ailleurs qu'ils ont mis en place, qui déconnait pas mal, qui a surpris pas mal de gens d'ailleurs. Dont on a vu le succès. On a vu le succès, on pensait que c'était un certain bug, mais non, la SNCF a augmenté ses tarifs de 5% pour l'ensemble des TGV inouïs à travers la France. Au lendemain d'un mois de décembre qui était tout simplement chaotique, avec notamment les fêtes de Noël qui ont été très fortement perturbées à travers cette grève des contrôleurs de bord, se retrouver avec une décision comme telle appliquée immédiatement dès début janvier et qui concerne l'ensemble de nos concitoyens. À l'heure où on pousse les gens à utiliser les transports en commun, les TGV et les trains, je trouve que c'est tout simplement inapproprié et ça manque surtout de pédagogie et d'explication parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop l'origine de cette évolution-là. En tout cas, on voit le besoin, la nécessité de l'ouverture au marché, de la concurrence de ces fameuses lignes à minima à grande vitesse qui font aujourd'hui partie du quotidien de nombreux de nos concitoyens, surtout après le Covid où il y a eu beaucoup d'aménagements de vie et d'aménagements de lieux de travail. Ouais. Signaler également, c'est Mathis Brasca qui venait chez nous de temps en temps, qui remarquait également quand on va sur le site Connect SNCF, vous avez de la pub pour le livre de Pierre Lemaitre, enfin bon, peu importe Pierre Lemaitre, mais vous avez une pub pleine page qui s'affiche, et puis moi j'attends toujours le remboursement des trains annulés au mois de décembre. Alors comme surtout ce qui est monstrueux, c'est que j'ai essayé d'appeler, le numéro ne répond pas. Sur Internet, vous parlez à Toutoui, donc Toutoui qui est un robot, donc qui n'est pas du tout Toutoui, qui ne comprend pas vraiment. Donc j'ai retweeté le truc de Mathis. Donc là on m'a mis pouvez-vous nous contacter en MP. Donc là on m'a dit oui, les traitements sont très longs, mais enfin on est quand même le 10 janvier, le 11 janvier, depuis le 22 décembre où j'ai annulé ce train a été annulé. Je veux bien croire qu'il y avait beaucoup de remboursements à faire, mais c'est quand même des sommes assez importantes qui ne sont toujours pas remboursées. Donc en la matière, on pourrait parler aussi des personnes qui ont payé leur pass Navigo au mois de janvier, qui ont eu plusieurs fois le débit qui a été pris sur leur compte en banque et qui attendent aussi un remboursement. Oui, mais alors pour le coup, ça a été communiqué sur le fait que ça allait être remboursé. Oui, bien sûr, absolument. Là où la SNCF ne donne aucune information. Aucune information. C'est-à-dire qu'on pourrait vous envoyer un mot en vous disant les traitements sont longs. C'est-à-dire qu'il faut faire la démarche pour savoir. Même si je me trompe, je crois qu'ils ont créé une autre plateforme pour se faire rembourser par rapport à celle qui existait déjà. Mais ce qui signifie juste une chose. Et je voyais un sketch qui racontait beaucoup de choses. C'était un humoriste qui racontait qu'il avait dû aller jouer à Lyon au mois de décembre, que son train avait été annulé par la SNCF, que le train du retour avait été maintenu. Donc il avait réussi à trouver un train à l'aller, mais avec une compagnie italienne. Il est arrivé en avance, première fois que ça lui arrivait, et que quand il est arrivé à Lyon, on lui avait annoncé que son train du retour avait été annulé. Voilà. Donc en fait, ça veut dire juste une chose, ça veut juste dire que l'ouverture à la concurrence, mais tant dans les trains grandes lignes que dans les transports en commun, va être quelque chose d'obligatoire dans les semaines, dans les mois qui vont venir, pour pouvoir faciliter les déplacements des usagers, tout simplement. Mais quand on dit prenez les transports, etc., que vous voyez déjà que le train coûte souvent plus cher que l'avion si vous faites des Paris-Marseille par exemple, et dans les transports, il y avait une jeune femme qui voulait aller faire une prise de sang pas très loin d'ici, et regardez les horaires de bus, il y a 20 minutes entre deux bus. Enfin, si tout va bien. Si tout va bien. Bon voilà, c'était le rognognon de ce matin. Alex Darmon, vous Oui, alors moi c'est un coup de gueule ce matin. C'est Dieudonné qui demande pardon à la communauté juive. Enfin franchement, moi je vous dis, je pardonne pas. Je pardonne vraiment pas. Moi j'oublie pas qu'il a fait monter Robert Forisson sur scène pour faire rire les gens. J'oublie pas qu'il a insulté Ilan Halimi, ce juif qui est mort en 2006, mort parce que juif. J'oublie pas qu'il a insulté des millions de victimes de la Shoah sur scène pour faire rire les gens. J'oublie pas sa quenelle, j'oublie pas ses vidéos où il nous a insultés et il a passé son temps à faire ça pour avoir de simples likes. Moi j'oublie pas tout ça et j'oublierai jamais et je ne pardonnerai jamais, et je ne comprends pas que ce soit un journal de la communauté juive qui lui ait donné une pour qu'il puisse s'excuser. Là ce matin j'entends est-ce qu'il est sincère, est-ce que c'est intéressant ce qu'il raconte, mais je m'en fous en fait. Il a fait ça chez Cyril Hanouna. Enfin, non, c'est dans Israël Magazine. Et
Cyril Hanouna a repris. Voilà, et Cyril Hanouna a repris hier la une et les excuses en disant qu'il pardonnait. Ça le regarde. De toute façon, on n'est plus à ça près avec lui. Et tous ces gens de son. Non mais c'est vrai, tous ces gens de son plateau. Mais enfin bon, c'est quand même toute une génération qui a été formatée par Dieudonné. Il faut pas l'oublier. De la haine du juif, de la détestation, avec des clichés qu'il a répétés et qu'il a aimé répéter sur son antenne. Et puis des familles qui ont été blessées, meurtries. Et puis je vais vous dire, des groupes d'amis qui se sont cassés à cause de ça aussi. Parce que Dieudonné, au départ, il était drôle. Au départ. Mais à la fin, il est plus drôle. Et donc aujourd'hui, quand on nous dit, bon, bah, il faut voir, est-ce qu'on peut lui pardonner, est-ce qu'on peut prendre le temps? Moi, je ne pardonnerai jamais. Je le dis, je ne pardonnerai jamais. Voilà. Et aujourd'hui, on en parle. Donc, je sais même pas si c'est un coup de com. En vrai, je m'en fous. Il faut pas oublier ce qu'il a fait. C'est la question. C'est pourquoi fait-il cela? Il l'a déjà fait en plus. Il avait des sketchs qui s'appelaient Mes excuses, etc. Oui, c'était un spectacle. Il se moquait de ça à chaque fois. Mais ni oubli, ni pardon. Absolument. Mais c'est d'autant plus triste qu'aujourd'hui, même si il s'excusait ou quoi, il y a des réseaux entiers de jeunes qui ont été biberonnés à la sphère Dieudonné Soral, qui sont nourris au complotisme, à l'antisémitisme et à l'antisionisme, et qui tous les jours sont en train d'être abreuvés par ces thèses-là qui nuisent absolument, alors non seulement aux Juifs, mais je pense aux Français de façon générale. Ouais. Le plus grave nous dit, est-ce que le plus grave c'est la lettre de Dieudonné ou que Hanouna lui serve la soupe et pardonne? Si certains juifs ont pardonné, pourquoi pas vous? Bah si, il a expliqué pourquoi, Alex, tout à fait. Puis je voulais, pour revenir sur l'Iran, ça m'était sorti de l'esprit, signaler la une de Charlie Hebdo. Vous savez, la semaine dernière, c'était que les mollahs retournent chez eux, où c'était des mollahs qui rentraient dans le sexe d'une femme. Et là, cette semaine, ils ont trouvé la sortie, ils ressortent, vous imaginez, par où, voilà. Donc ça va évidemment on est toujours Charlie. Faire réagir. Oui, mais de moins en moins de gens sont toujours Charlie. Il n'y a pas eu de beaucoup, on sent qu'il y a une perdition dans complètement, la mais il y a eu un sondage, je crois que ça a énormément baissé, le toujours Charlie. Dans la classe politique également. Oui, absolument. On se retrouve dans un instant et nous allons parler de la réforme des retraites. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Un petit mot de Noël Le Graët, ça vous tenait à cœur, en retard, parce qu'on en a un peu ras-le-bol, pour tout vous dire, de la réforme des retraites. Mais bon, on va évidemment en parler. Et vous pouvez nous appeler pour nous dire comment vous la recevez, cette réforme des retraites dévoilée hier par Elisabeth Borne, 0826 300 300. Alors, Ergun, vous liez aussi, je vous accorde un deuxième. C'est très gentil. Il y a la réunion du COMEX de la Fédération française de football qui se réunit ce matin de façon assez urgente. C'est vrai que ça faisait plusieurs années, on avait beaucoup de retours, notamment sur la gestion de Noël Le Graët et surtout son hégémonie incroyable sur le foot français depuis tant d'années. J'ai une pensée pour Jacques Rousselot, qui était l'ancien président de l'ASNL, qui devait prendre la relève de Noël Le Graët il y a 2 mandats de ça. Et comme il a dit ce matin, je l'ai lu dans l'Est républicain, effectivement, je crois que Noël Le Graët a fait 2 mandats de trop. En plus de ça, il y a beaucoup d'histoires, avec notamment des histoires liées à des harcèlements sexuels, moraux, notamment envers les femmes, qui sont plus que dangereuse. Et on a vu une agente de joueuse qui est intervenue sur BFM en dévoilant d'ailleurs des échanges et des SMS et des vocaux. Donc son témoignage est terrifiant. C'est terrifiant. Donc voilà, Noël Le Graët a une très belle publicité pour la retraite à 65 ans. J'espère qu'il la prendra d'ici quelques heures et qu'on pourra tourner cette page sans trop abîmer le foot français, sachant qu'on sort d'une belle Coupe du Monde et qu'on pourra avancer sur de nouvelles bases. Non mais moi je suis complètement d'accord avec vous. Noël Le Graët, c'est un scandale que cet homme soit encore président de la FFF après toutes les frasques qui lui sont attribuées. Néanmoins, il faut pas oublier une chose, c'est pas parce que Noël Le Graët doit et va partir qu'il faut oublier le reste du football français. La gestion de la Fédération française de football est scandaleuse, mais à tous les niveaux, que ce soit la direction générale, la direction financière, la direction technique, direction de la tendance. Quand vous lisez les articles, vous voyez comment les femmes de joueurs ou les familles des joueurs ont voyagé pour aller au Qatar, alors que ce sont des joueurs qui étaient en finale de la Coupe du Monde. On s'en fout, on veut juste faire du profit et on oublie même le sport derrière tout ça. Alors tout le monde vous dira oui, mais bon, c'est du football et c'est l'argent qui est important dans le football. Non, il y a aussi de la dignité pour ces familles et même les joueurs, je lisais, qui étaient en finale de la Coupe du Monde, on leur avait pris un vol low cost sur une compagnie portugaise pour rentrer le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Tout ça pour faire des économies. Bon bah il y a 2 poids 2 mesures. En fait, cette fédération n'a pas été tenue. Noël Le Graët pensait que c'était simplement maintenant Deschamps qui faisait son boulot. Bon bah il a pas tenu son équipe et aujourd'hui il faut vraiment s'intéresser à ce qui s'y passe parce qu'il y a beaucoup d'argent
et on ne sait pas où l'argent passe. C'est ça le plus grave. Stéphane nous dit tout le monde savait et n'a rien fait. Encore une fois, ce qu'on est étonné, il y avait forcément des gens qui étaient au courant depuis. Et ça va plus loin, que même Noël Le Graët. Vous avez des scandales sexuels à l'intérieur de la Fédération française de football, dans les catégories jeunes et tout, et personne n'en parle. Personne. Donc il faut prendre ce sujet à bras le corps, c'est hyper important. Sur l'arbitrage aussi. Voilà, et sur l'arbitrage, il n'y a pas que le football professionnel, il y a tout le monde amateur avec. Mais comme le tweetait Philippe David, grand penseur de fédération. Non, mais Philippe disait une chose assez juste, on a des équipes au top au rugby et au foot, et on a des dirigeants dans les deux fédérations qui sont quand même plus que... pas à la hauteur. Voilà, c'est un joli... C'est top au niveau pro, parce qu'au niveau amateur, pour être président d'un club amateur, c'est une galère de A à Z, quoi. Oui, non, mais aussi, mais on parlait des tops... Bernard Laporte. Bernard Laporte. Après, ce sont, encore une fois, deux histoires, bien évidemment qu'il a été condamné, ce sont deux histoires très largement différentes. Il a encore en appel, Bernard Laporte. Merci de le rappeler quand même. Non, mais très différentes. Mais... Deux situations très différentes et deux personnages très différents. Très différents. Je crois que c'est très insultant pour Bernard Laporte d'être comparé. Non, quand même. Non, mais c'est pas terrible non plus d'avoir un président de fédération de rugby condamné pour escroquerie, malversation, détournement. Il est condamné, mais encore une fois, il a fait appel. Présumé innocent. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de politique. Merci, il est présumé innocent. Allez, Raphaël, votre coup de gueule, c'est vrai que je vous avais oublié, pardon. Il n'y a aucun problème. Après les événements qui ont récemment frappé le Brésil, il y a un institut de statistiques très connu qui s'appelle Our World in Data, notre monde en data, qui a publié une statistique sur la part de la population mondiale qui vit en démocratie. Et c'est assez affligeant puisqu'on voit que depuis 10 ans, nous sommes passés à un peu plus de 50% de la population mondiale qui vivait à peu près en démocratie. En 2021, nous sommes tombés à 29%. Donc je pense qu'il y a deux raisons de s'inquiéter. Alors évidemment pour la statistique en elle-même, mais surtout parce qu'on voit bien, on parlait de l'Iran tout à l'heure, qu'on a une montée... disons des héritiers spirituels de Nabucodonosor, des Poutine de la dernière heure, de toutes ces personnes-là qui méprisent profondément la paix et la liberté. Et puis, au-delà du cadre international, je pense qu'il y a aussi une inquiétude à avoir dans le débat national. La dernière étude Cevipof qui a été publiée il y a quelques mois établissait qu'il y avait 39% des Français qui étaient favorables à l'instauration d'un régime autoritaire et 27% encore qui souhaitaient que l'armée prenne le contrôle des institutions. Et je pense que ça, c'est très symptomatique d'un phénomène qui a été beaucoup souligné notamment par François Sureau dans la lignée de Tocqueville et de Constant, qui est de dire qu'on a beaucoup, je pense, une lassitude vis-à-vis de la politique, qu'il y a un vrai désintérêt, qu'il y a un individualisme qui est montant et qui, je pense, est très inquiétant sur le plan de la sauvegarde de la démocratie, parce que c'est notre rôle aussi de sauvegarder la démocratie en tant que citoyen. Et puis, je terminerai sur ça. Je pense qu'il y a un autre facteur qui est inquiétant au niveau national sur la pérennité de la démocratie, c'est que nous vivons dans un régime institutionnel de la Ve République qui consacre la solitude du président de la République, du pouvoir exécutif, et qui fait que pour beaucoup, nous vivons, je crois, dans une démocratie par intermittence, ou en tout cas dans une démocratie qui accorde à ce point des prérogatives au pouvoir exécutif que les citoyens ne sont pas à même de se sentir impliqués et concernés dans le débat politique. Et donc, je terminerai juste avec cette remarque de Raymond Aron, qui est un intellectuel que j'admire beaucoup. Raymond Aron qui disait que la supériorité des régimes démocratiques, parce que je pense que c'est là où ça se joue, c'est comment on combat sur le plan des valeurs. La supériorité des régimes démocratiques est consacrée par le fait que la loi n'est pas arbitraire, que les individus en régime démocratique sont considérés comme des fins en soi, non pas comme des moyens. Et je pense que c'est cette donnée fondamentale qui nous différencie des régimes libéraux et des régimes totalitaires. C'est un peu le danger qu'on pointait avec la montée des populismes de droite ou de gauche d'ailleurs, c'est-à-dire que systématiquement il y avait une atteinte derrière qui était un peu cachée de notre démocratie. Et d'ailleurs quand il y a une remise en cause de l'état de droit, derrière on sent tout de suite que la tentation, qui est un peu la tentation du diable, c'est de remettre en cause justement tout cela, c'est-à-dire le droit individuel avec les obligations collectives. Et donc c'est effectivement le grand enjeu des générations à venir, parce qu'on sent que il y a un doute quand même sur la démocratie chez pas mal de monde, avec l'ensemble des théories complotistes, le populisme qui monte un peu partout. On a vu l'attaque du Capitole,
la semaine dernière le Brésil. Donc, et c'est, je pense, le grand combat que devront mener les générations futures. Juste sur le Brésil, je voyais hier sur quelqu'un qui disait que les modalités du vote qui ont permis l'élection de Bolsonaro en 2018 sont les mêmes qu'en 2022. Voilà, c'est peuple conspirant, c'est-à-dire tous ceux qui ont dit le peuple se bat contre toutes ces élections truquées. Bah, c'était le même mode de scrutin il y a un au doute Brésil. Sur tout, il y a un doute sur la science, des doutes sur les vaccins, des doutes sur la démocratie. Non, mais moi, simplement, je m'inscris dans ce que vous dites, mais dans ce qui a été dit aussi sur l'entrée du Capitole, enfin l'invasion du Capitole, des lieux de pouvoir au Brésil, mais faut pas oublier qu'en France, il y a 4 ans, des gilets jaunes ont envahi un ministère. Faut pas oublier qu'ils ont saccagé l'Arc de Triomphe. Donc même en France, en fait, cette démocratie de certains dirigeants politiques. Nous ne sommes pas épargnés. Oui, si vous voulez, sous l'impulsion de leur pulsion. On a vu la tête d'Emmanuel Macron sur des pics dans des manifestations. Mais ça, même auprès de députés de la République, en train de se faire tabasser devant l'Assemblée nationale, pour pas citer les députés de la France Insoumise qui faisaient ça. Donc ce que je veux dire par là simplement, c'est que la démocratie, évidemment, elle est en danger. Moi, il y a rien de plus qui m'énerve que quand j'entends que la France est une dictature dans des manifestations. Allez voir dans d'autres pays du monde si la France est une dictature. Donc effectivement, il faut reprendre à la base même la démocratie, peut-être l'enseigner à l'école, revenir aux fondamentaux de cette démocratie, d'un régime démocratique. L'enseigner à l'école. Voilà. Et surtout, pas oublier une chose, c'est qu'une démocratie, elle est en danger le jour où la presse est en danger. Aussi. Voilà. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter. Moi, je suis journaliste, je ne pense pas qu'en France, aujourd'hui, la presse soit en danger, ou soit bafouée, ou soit interdit de raconter quoi que ce soit dans ses articles ou dans ses éditos. Voilà. On y revient dans un instant avec vous. Réforme des retraites au menu. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, l'actualité, c'est évidemment la réforme des retraites présentée hier par Elisabeth Borne, donc que prévoit ce projet de départ à la retraite, passer de 62 à 64 ans. Il y aura un certain nombre d'aménagements et tous vos journaux ce matin vous font les calculs pour savoir à quel âge vous partirez. Donc on part pas tout de suite. Il faut bien expliquer aux gens que c'est pas demain qu'ils vont partir à 64 ans, qu'il y a un échéancier et que ça arrivera beaucoup plus tard. Sur le fond, on peut revenir sur les détails, mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait un petit peu avant que l'émission commence, c'est cette douleur dans laquelle se fait cette réforme des retraites. Et puis par rapport aux autres pays, la France est le pays où on part le moins tard à la retraite. Et quand on entend les mots hier de la NUPES, on entend effectivement, on a entendu parler de ZAD, que l'Assemblée nationale est transformée en ZAD. On a entendu parler de liquidateurs, des mots très forts. Est-ce que ça mérite ça? Enfin, je pose la question en toute naïveté. non, mais le problème de tout ça, c'est qu'on a l'impression que cette réforme de retraite, ça concerne juste le départ, enfin l'âge légal de départ à la retraite. Mais en fait, c'est une gigantesque réforme. À l'intérieur de cette réforme, vous avez effectivement l'âge de départ légal, vous avez le nombre de cotisations, vous avez la pénibilité, vous avez le rôle des seniors, les régimes spéciaux, la fin des régimes spéciaux, donc dedans les fonctionnaires. Bref, c'est une réforme qui est gigantesque. Et on s'arrête que on la réduit à l'âge légal. À l'âge légal, au final, où il y a déjà un compromis qui a été fait par le gouvernement, puisque c'était un âge légal qui devait être à 65 ans et qui aujourd'hui est passé à 64 ans, avec une organisation progressive où effectivement 3 mois par 3 mois. D'ici 2030. Voilà, d'ici 2030. Bref. Et donc, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que c'est un combat politique. C'est qu'il fallait un combat politique dans ce nouveau quinquennat pour l'opposition, pour la gauche, pour qui se chauffe à bloc, ce qui est normal d'ailleurs. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on confond tout. C'est que vous avez le pouvoir politique avec la NUPES. Donc la NUPES, c'est Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste qui se chauffent dans une salle avec 1000 personnes en disant ça va être la ZAD à l'Assemblée nationale. Des propos très graves, parce que une ZAD, c'est pas l'Assemblée nationale. Et puis vous avez en parallèle les syndicats et la CGT, notamment avec Philippe Martinez et son baroud d'honneur, pour dire nous aussi on va aller dans la rue et il faut qu'on ait un objectif de 2 millions de personnes. Mais où est-ce qu'on pense aux Français dans
tout ça. À quel moment on pense aux gens qui se lèvent tous les matins? Alors, bien évidemment, il faut plus de justice ils vous sociale. disent que c'est pour ça qu'ils se battent pour les Français. Oui, mais la vérité, c'est pas pour ça qu'ils se battent. Ils se battent pour avoir 2 millions de personnes dans la rue, pour dire qu'ils gagnent sur les chiffres, parce que le reste, ils s'en foutent. Il faut plus de justice sociale. Et on va rentrer en concertation. On parlait de démocratie tout à l'heure, c'est le mode de démocratie de notre pays. Il y a un projet de loi qui est déposé, il est discuté à l'Assemblée nationale, il va au Sénat, il y a la navette parlementaire. Et bien évidemment, il y a plein de choses à redire sur cette réforme et il faudra qu'elle soit abordée. Maintenant, dès le début, dire que c'est nul et qu'il faut qu'on aille dans la rue manifester dès le 19 janvier prochain, c'est un pari qui est un peu risqué pour moi. Oui, alors c'est un pari très risqué évidemment. Et moi, ce que je trouve très navrant, c'est qu'on a quand même l'impression que M. Martinez tient à son dernier tour de piste, qui va pour cela mettre la France dans le chaos le plus total. Je trouve que c'est ridicule. Voilà, on est tous d'accord sur le fait que cette réforme des retraites, elle est absolument nécessaire. Pas tous, il y a des gens qui sont... Bon, soyons sérieux, c'est vrai que... Je suis d'accord avec vous, mais il y en a qu'il faut aussi prendre en compte les gens posés. Évidemment, parce qu'on parlait de démocratie avant. Non, mais hier, on évoquait la question, justement, avec Éric Revel, c'est lui qui soulevait la question, c'est pourquoi faire cet argent? Parce qu'on n'a pas la certitude qu'il ira pour le financement des retraites. C'est vraiment le point d'attention qu'il faut avoir. Oui, mais c'est pourquoi on fait cette réforme dans ce cas-là? Si cet argent-là ne va pas directement... Cet argent-là doit aller au financement des retraites, évidemment. On n'en est pas absolument certain. Raphaël? Je trouve qu'il y a... Alors d'abord, je suis d'accord sur les oppositions qui sont dans une posture... De façade, et qui est d'autant plus navrante que quand on se réclame du parlementarisme, eh bien on essaye d'y faire honneur et donc d'avoir une présence intelligente à l'Assemblée nationale, d'autant plus que n'ayant pas de majorité, c'est là où ils ont le plus de chances d'avoir une voix importante au sein de l'Assemblée. Je pense que d'abord, oui, effectivement, il y a un risque de vouloir créer un conflit social dès la fin janvier, parce que ça fait en fait 5 ans qu'on a ce débat de façon assidue, et puis en réalité depuis 20-30 ans, je pense que tout le monde en a marre, qu'il y a une lassitude, et que en ce sens-là, je ne suis pas certain qu'il y ait un soulèvement qui se fasse malgré l'opposition majoritaire des Français à cette réforme. Sur le fond, je trouve qu'il y a un point qui est assez peu évoqué sur pourquoi est-ce qu'il faut faire cette réforme. C'est pas tellement la question du déficit. Je pense que c'est beaucoup plus... C'est un facteur important. C'est un vrai sujet, mais je pense qu'il y a un sujet qui est encore plus important, qui est l'inégalité intergénérationnelle qu'il y a dans le financement des retraites. On est passé depuis les dernières décennies à 3 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, à 1,7 cotisants pour un retraité. C'est ça le sujet. Toutes les personnes qui disent on va faire la retraite à 60 ans, les questions de déficit, on s'en fout, on va prendre les chiffres qui nous intéressent dans le corps et puis les autres qui sont plus dérangeants, on les prend pas. Toutes ces personnes-là ne posent pas cette question de justice intergénérationnelle qui est que les jeunes vont payer beaucoup plus par rapport à leurs aînés et en plus vont avoir ce problème de retour sur cotisation qui est que la génération d'avant, quand elle a payé ses cotisations, elle a un meilleur rendement aujourd'hui par rapport à ses retraites que ma génération à moi qui, une fois à la retraite, va toucher beaucoup moins pour les mêmes sommes cotisées. Et enfin, il y a un dernier sujet, je trouve que c'est là où le gouvernement manque sérieusement de courage, c'est que nous sommes un des seuls pays de l'OCDE où les retraités sont plus riches que les actifs. Pourquoi est-ce que les actifs qui aujourd'hui, notamment la jeunesse qui subit le chômage, la précarité, qui a vécu le Covid, pourquoi ce serait aux seuls actifs de porter cette charge-là? Il me semble qu'il n'est pas anormal, quand on parle de justice sociale, que les retraités les plus aisés, pas tous, mais que les retraités les plus aisés puissent participer à l'effort parce que c'est un effort qui est fondamentalement collectif. Là, c'est plus la révolution que vous allez avoir. Non, ça faisait partie des sujets. Hypothèses, ça faisait partie des hypothèses. Du gouvernement en disant qu'aucune retraite ne baissera à travers cette réforme, ça aurait pu faire l'objet. Justement, notamment, c'est ça qui est intéressant, puisqu'en réalité, qu'est-ce qu'on constate et ce qui est un peu schizophrénique de la part de la gauche, qu'on voit les petites retraites vont être haussées. Moi, par exemple, je prends le cas de figure de mon père qui a travaillé avec un petit salaire tout au long de sa carrière.
il est à moins de 1000 euros de retraite, à savoir à 900 et quelques, ce qui est vraiment assez dramatique. D'ailleurs, tous les mois, on voit que finalement, s'il n'y a pas de solidarité familiale, il y a beaucoup de retraités qui n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils ont des charges. Ils ne peuvent pas vivre dignement. S'ils ne sont pas propriétaires, etc. Donc c'est une réforme qui est profondément juste socialement, et c'est pour ça que c'est un point auquel on souhaite appuyer là-dessus. Derrière, si on veut pérenniser notre système de retraite par répartition, je crois que c'est ce qui fait l'unanimité, on n'a pas d'autre choix que de le réformer. Donc aujourd'hui, à part des postures politiques, je vois pas trop ce qu'on peut aller chercher là-dessus. On peut rentrer dans les détails du rapport du corps, les hypothèses centrales. Non, bien sûr, c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup de fake news par rapport à ce que dit le corps sur les hypothétiques scénarios. En fait, on sera déficitaire quoi qu'il arrive. C'est obligatoire. Il faut arrêter de mentir. Même l'hypothèse centrale qui était l'objet de l'ensemble des réformes de retraite jusqu'à aujourd'hui, elle se base sur un taux de chômage qui est en dessous de 5%, à 4,5%. 4,5% taux de chômage, je vous ramène 10 ministres qui signent tout de suite aujourd'hui. C'est-à-dire que même avec toutes les réformes qu'on fait, on n'est pas sûr de l'atteindre. C'est le plein emploi en vrai, on va pas se le cacher. 4,5% de chômage. Maintenant derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre volonté ou non d'équilibrer notre système, de le pérenniser ou pas, et surtout la responsabilité politique de certains partis. On voit que les LR sont ouverts à la discussion. On espère que cela va aboutir pour que la représentation nationale vote ce texte-là majoritairement à l'Assemblée nationale et au Sénat. 0826 300 300, je vous donne le numéro parce qu'on me dit il n'y a pas de contradiction sur le plateau. Vous êtes tous macronistes. Ah non, pas du tout. Alors certainement pas. Oui, si vous voulez savoir. Appelez-nous si vous voulez argumenter, nous expliquer votre point de vue, et la parole, on parle vrai sur Sud Radio, donc toutes les opinions s'expriment. Alexandra Spinner. Oui, alors vous évoquiez le système intergénérationnel de retraite français. Moi, j'y suis évidemment profondément attachée parce que c'est une des clés de voûte du pacte social de notre pays. Néanmoins, effectivement, je pense qu'il faut rester attentif à ce pourquoi on se bat, c'est-à-dire les plus fragiles, les petites retraites des femmes. Il faut aussi être très vigilant sur le détricotage des droits familiaux, parce que ça, on n'en parle absolument pas. Et puis, j'aimerais quand même rappeler comme une mesure qui me semble importante, qui a été défendue par Bruno Retailleau au moment de notre débat sur la présidence de notre parti, c'est qu'il est important, par exemple, que des enfants handicapés dont les parents décèdent puissent aussi avoir la possibilité de toucher la reversion de ces retraites-là. C'est-à-dire être toujours attentif aux plus fragiles, aux plus démunis. Je pense que ça, c'est un vrai sujet sur lequel on devrait quand même pouvoir être d'accord. Mais la question c'est aussi la question du travail des seniors dont on va parler. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des contrôles dans les entreprises comme il y a sur les quotas hommes-femmes, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? On y revient dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous parlons de la réforme des retraites, des syndicats et la NUPES unis contre cette réforme avec l'annonce de manifestations et de grèves. On parlait de l'emploi des seniors parce que c'est une vraie question. Aujourd'hui, on les pousse dehors et le gouvernement avait organisé cela avec les départs avancés sans qu'on parte à la retraite parce que fiscalement c'était plus avantageux. Si je globalise un petit peu. Raphaël Amsalem, qu'est-ce que vous vouliez ajouter sur ce point-là? Alors sur ce point-là, en l'occurrence, il me semble que notre pays est sclérosé de normes et de règles et que, à mon sens, ça participe à ce que les seniors ne puissent pas retrouver des emplois parce qu'il y a trop de risques en fait à les employer. Donc je pense que l'idéal serait effectivement de baisser la fiscalité, de baisser les normes pour permettre d'avoir plus de facilité. Juste pour revenir sur le fond quand même, parce qu'il me semble qu'il y a deux points qui sont importants. C'est un point fondamental de dire qu'il y a une inégalité intergénérationnelle sur cette réforme des retraites. Quand il y a l'économiste Erwan Tisson qui a noté que notre génération, la mienne, la sienne, lui qui a la trentaine, on a un taux de récupération sur les cotisations de 95%, là où celle de la génération précédente était de 200%. Il y a une inégalité fondamentale entre les jeunes et les retraités. Et deuxième point, l'économiste Maxime Sbailly note bien que la France est un des seuls pays en Europe où les retraités sont plus riches que les actifs. Et alors que la jeunesse vit beaucoup de déclassement, il faut poser cette question de la participation des retraités les plus aisés à la sauvegarde du système de retraite. Et puis un dernier point.
le système de retraite par répartition, du fait de son mode de fonctionnement, du fait du vieillissement de la population, est condamné à ce que nous ayons toujours soit du recul de l'âge de départ, soit une augmentation des cotisations, soit une baisse des pensions. Et il y a un sujet qu'il faut poser sur la table, parce que d'autres pays le font, que ça marche, que ça permet d'avoir des retraites qui soient plus confortables, c'est d'introduire au sein de notre système de retraite une part, je ne dis pas tout le système, mais une part de capitalisation. Et on ne peut pas avoir l'incohérence de dire... une part de capitalisation, donc ça n'est pas tout le système. Les fonctionnaires, les fonctionnaires en profitent le premier et sont bien contents d'avoir cette capitalisation. Et puis, un point qui est important, on ne peut pas avoir l'incohérence de la gauche qui nous explique, c'est scandaleux les dividendes des milliards d'euros, et en même temps de dire, on va empêcher la population d'accéder à ces dividendes-là. Je pense qu'il faut sérieusement mettre sur la table, donc cette question de l'équité intergénérationnelle, et l'introduction d'une part de capitalisation pour permettre à la fois la sauvegarde du système et l'augmentation des pensions. Moi je veux bien, c'est très beau tout ce que vous dites, mais vous parlez de génération Covid, vous parlez de tout ça, mais il y a l'inflation aussi, c'est pas la même époque, on est en 2022, c'est pas de leur faute si les retraités gagnent plus aujourd'hui que la génération active. Mais c'est une équité. Donc on fait dit pas que c'est leur faute. Mais donc on fait des réformes pour ça, on va pas leur jeter la pierre aujourd'hui parce qu'ils certains gagnent plus. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a un refus. Je vous écoutez. On va pas leur jeter la pierre. Non, mais c'est pas grave. On va pas leur jeter la pierre parce qu'ils gagnent plus que les générations actives. Ça, c'est le premier point. Et il y a l'inflation, et c'est aussi pour ça que le gouvernement vient proposer une réforme des retraites qui aurait dû passer au passage depuis au moins 6 ou 7 ans, peut-être même 10 ou 15 ans. Si on arriver à 1 200 euros. Exactement. Prévu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à votre question, Valérie, sur le travail des seniors, c'est quand même un point qui est important. Hyper important. On peut pas dire aux gens de travailler plus longtemps s'il n'y a pas de boulot pour eux. Si on les éjecte dès qu'ils... assez vite d'ailleurs. Et là, c'est ce qui est proposé dans la réforme, si j'ai bien compris, c'est en quelque sorte faire en sorte qu'ils puissent partir progressivement à la retraite, continuer à travailler tout en percevant une partie de leur retraite qui leur est promise à l'avenir. Ça, c'est une solution qui est intéressante. Et j'aimerais terminer autre chose parce que vous faites une comparaison avec les pays étrangers. Mais enfin bon, moi je veux bien qu'on se compare toujours aux pays étrangers, et je le fais souvent d'ailleurs, donc je vais pas faire semblant. Mais je veux bien qu'on se compare, mais sur cette question-là, en l'occurrence, sur la question des retraites, faut quand même dire une chose. Ça, c'est quand même la gauche a raison là-dessus. Quand vous dites que on est le pays qui part le moins tard à la retraite, mais c'est pas vrai. Non, en fait, vrai. Par rapport à d'autres pays européens, c'est pas vrai. On part. Non, on a 62 ans et quelques, 63 ans quoi. Les chiffres vous disent que c'est que l'inverse. En vérité, c'est que dans les pays européens, dans les autres pays européens, on peut partir plus tôt à la retraite parce que le système est plus flexible, plus hybride. On peut mieux organiser son départ et sa fin de période de travail et d'annualité. Donc ça, c'est très important. La réforme, elle n'est pas terminée aujourd'hui. Il faut le dire. Il faut aussi pas dire aux gens qui vont aller manifester jeudi prochain qu'ils ont tort, que c'est scandaleux, qu'il ne faut pas entendre ce qu'ils ont à dire. Bien évidemment qu'il y a des inégalités. Bien évidemment qu'il y a des inégalités. Mais c'est parce qu'il y a des inégalités qu'il faut réformer le système. Et on ne peut pas dire stop, on touche à rien, parce qu'effectivement, votre génération, qui est la même que la mienne, Raphaël, dans 10, 20, 30 ans, on ne touchera pas de retraite. Et là, on sera bien embêté. Mais il y a cette question qui revient, et je le vois chez nos auditeurs, qui est de dire c'est aussi pour faire plaisir à l'Europe. C'est-à-dire que c'est une exigence de l'Europe. Ça, c'est une véritable fake news. D'ailleurs, ça a été démontré hier de façon brillante sur France Info. En réalité, l'Union européenne, elle est dans des préconisations qui ne sont pas sanctionnables, pas du tout contraignantes pour la France là-dessus. Et d'ailleurs, elle se base sur des informations et des données qui sont françaises là-dessus. La réalité, c'est que ce qui a été dit, la vraie inégalité générationnelle, c'est que si on ne fait rien actuellement, notre système de retraite, il sera... Même dans l'hypothèse la plus centrale, avec le plein emploi, etc., on aura un déficit cumulé en 2050 d'à peu près 700 milliards. Quel système, quel pays peut supporter ça? Elle est là la véritable injustice. Donc je peux comprendre tous les enjeux et les défis démographiques qu'il y a derrière, mais si on fait rien aujourd'hui, on va se retrouver avec un système qui va nous exploser en pleine figure. Et l'alternative à cela, si c'est ce que propose la gauche, à savoir l'augmentation de nos impôts, la taxation supplémentaire, aujourd'hui en France, pour faire une comparaison, avec les autres pays, on est déjà le deuxième pays le plus taxé d'Europe. Donc à un moment donné, si on veut pas étouffer notre économie et préserver notre pouvoir d'achat, on se doit avec
c'est pour ça que nous on pense que cette réforme est juste et équilibrée. Elle nous permettra de relever ces défis-là. Plusieurs remarques. Michel nous dit la préfond n'est pas un régime obligatoire. Seule une très forte minorité de fonctionnaires y adhèrent, certainement pas les petites catégories. Arrêtez de désinformer les auditeurs. On n'a pas dit que on disait que les fonctionnaires étaient les seuls à avoir cette possibilité avec la préfond de cotiser à une retraite et qui a eu du succès, qui a fonctionné. Donc c'est un système qui existe pour les fonctionnaires. On n'a pas dit que tout le monde y avait droit. Et c'est un système qui surtout n'existe aujourd'hui que pour les riches. Ceux qui peuvent faire de la capitalisation aujourd'hui, ce ne sont que les riches. Donc l'idée, c'est de l'ouvrir pour tout le monde. Et Marie dit une chose intéressante aussi, c'est les petits vieux de 70 ans emballeront vos courses en bout de caisse, comme on voit aux États-Unis des gens de 70, 75, 80 ans qui aujourd'hui font des petits boulots pour pouvoir boucler. Après, il y a également des postes d'intérim qui vont ressolliciter de façon ponctuelle certaines personnes qui sont à la retraite, ne serait-ce que pour répondre à certains enjeux ponctuels de demande d'emploi. Mais à quel tarif et à quel salaire? C'est aussi ça la question. On nous parle d'une crise du monde de la santé. Vous pouvez rappeler des médecins. Alors, c'est pas les mêmes retraites, en plus, c'est des retraites libérales, mais vous pouvez imaginer de rappeler des médecins. On nous parle de problèmes dans les écoles, de professeurs, en manque de professeurs. Vous pouvez rappeler ponctuellement à des horaires partiels. Alors, peut-être que je vais faire bondir en disant ça, mais moi, ça me semble pas complètement déconnant de dire qu'on peut rappeler des professeurs. Le vrai enjeu de cette retraite, il est où? Le vrai enjeu de cette réforme des retraites, il est où? C'est demain, là, jeudi prochain, ce qui va jouer, c'est un modèle de société. C'est de savoir, comme le disait François Ruffin en début de semaine, où il déclarait « Nous sommes majoritaires », alors qu'il faut quand même rappeler que la gauche a perdu les élections présidentielles et les élections législatives. Et ils n'ont pas été informés de dire ça. Non mais j'en sais rien. En tout cas, c'est pas une insulte de dire ça. C'est qu'ils normalement, dans ces cas-là, alors après ils pourront analyser comme ils veulent. Ils ne sont pas majoritaires. Aujourd'hui, ils disent nous sommes majoritaires. Nous allons le montrer dans la rue jeudi prochain. On verra. C'est ça l'enjeu de la réforme des retraites. C'est une réforme qui a un enjeu pour le quinquennat d'Emmanuel Macron et pour la suite de son quinquennat. Si vraiment c'est le bazar dans les rues, si vraiment les députés n'arrivent pas à voter la loi, le Sénat, l'Assemblée nationale n'arrivent pas à voter la loi, alors je vous le dis aujourd'hui, et c'est une info que je vous donne, mais c'est purement personnel, il y aura dissolution de l'Assemblée nationale et on devra partir sur un nouveau cycle. Si ça passe, Emmanuel Macron ira à la fin de son quinquennat et à la fin de son activité politique. Voilà. Cécile Duflot dit le truc répété à l'envi, on vit plus longtemps donc on peut travailler plus longtemps, mais c'est l'inverse, c'est parce que tout ça est écrit en gras et en majuscule, c'est parce qu'on travaille moins la semaine, l'année, parce que la retraite... grâce à des conquêtes sociales qu'on vit mieux et plus longtemps. Donc en gros, c'est travaillons moins pour vivre ils vont mieux. Travailler beaucoup moins, je crois. Elle dit un élément qui contredit son idéologie, c'est que si on travaille moins, alors certes, il y a des conquêtes sociales, mais c'est aussi parce que nous vivons dans un système économique qui a permis l'augmentation de la productivité, donc de produire plus avec une même quantité de ressources. Et donc c'est ça qui permet in fine qu'on puisse financer ces acquis sociaux-là. Et ça, madame... n'est pas prête à le reconnaître parce que ça, Madame Duflot, pardon, parce que c'est contre son idéologie. C'était une auditrice me dit continuez à préparer les esprits à augmenter les cotisations des retraites. On a déjà du mal, poussez-nous directement vers le cimetière, ce sera plus simple. C'est pas. Mais c'est ce que dit Philippe Martinez. Il dit que c'est une réforme pour les morts. Mais encore une fois, moi, je veux insister sur une chose. C'est sans un débat comme ça. Il faut pas dire que ce que disent ces gens n'est pas vrai. Moi, j'entends ce que disent ces gens. Vous avez des gens qui ont des petites retraites et qui ont du mal à s'en sortir et on va leur demander encore plus d'efforts. Donc il faut travailler sur cette réforme pour faire en sorte qu'elle soit égalitaire pour tout le monde. L'équité, c'est évidemment tout le sens du travail qu'on doit faire. Ça, j'en suis absolument convaincue. Néanmoins, je pense que dire que c'est une réforme qui va permettre à M. Macron de rester en place, je pense que l'enjeu, il est bien au-delà. Je ne dis pas que c'est pas un sujet, mais l'enjeu, c'est quand même un vrai sujet français et on ne peut pas échapper à cette réforme. Voilà, en responsabilité, on ne peut pas y échapper. Si les manifestations sont effectivement très importantes, les grèves importantes, qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne peut pas toujours face à la rue. Non, après, le droit de grève est important. Donc, oui, évidemment, mais ça, j'ai pas si on bloque le pays. Il faut le respecter. Derrière, ce qu'on peut reprocher aux syndicats, c'est que tout au long de ces mois de discussion et de négociation, en réalité, ils sont restés sur des lignes rouges idéologiques assez importantes, y compris la CFDT de Laurent Berger. Préconiser le maintien du système de retraite par répartition et fermer toute ouverture sur l'allongement de l'âge de départ, honnêtement, c'est une incohérence intellectuelle assez compliquée à dépasser. Donc maintenant, s'ils n'arrivent pas à sortir de ces postures-là, la représentation nationale, qui est la représentation du peuple, qui manifeste pas tous les jeudis et tous les samedis dans la rue, mais qui a une légitimité démocratique qu'on peut pas nier, elle aura aussi un travail à faire et il faudra la respecter aussi à partir de là. Moi, j'espère aussi, pourquoi pas, à travers les discussions parlementaires, que si ça permet de rassurer certaines
certaines parties, qu'il y ait des échanges et des discussions sur certains aspects. Mais honnêtement, il ne faut pas qu'on perde de vue aussi les avancées sociales importantes, notamment en termes de pénibilité, la mise en place d'une caisse pour la prévention, l'élargissement du C2P, qui est quand même une véritable révolution en matière de pénibilité. Et il ne faut pas perdre de vue ces enjeux-là uniquement par des enjeux de congrès interne, de tel ou tel syndicat ou telle alliance politique. Eh bien, on vous propose de terminer là-dessus. Peut-être un mot sur Indochine et Louise Attaque qui refuse d'aller chanter à Perpignan. D'ailleurs, le festival n'aura pas lieu dans cette ville. Moi vraiment, évidemment que je regrette que les Perpignanais aient élu un maire RN, mais on ne peut pas pénaliser toute une ville en raison du choix de son maire démocratiquement élu. Et je trouve que le boycott, pour moi, il est incompréhensible. Est-ce qu'on va boycotter, par exemple, l'USAP est dans le top 14 ? Est-ce qu'on va boycotter le stade à Perpignan ? Non. Je trouve que ces artistes s'autodélivrent un brevet de résistance à bon compte. D'abord, moi, j'ignorais que les électeurs de Monsieur Alliot étaient des groupies d'Indochine. Cela dit, je pense, et c'est mon seul point de nuance, je pense vraiment qu'il est important que les politiques se mettent toujours en retrait par rapport à la culture. C'est-à-dire qu'on est là pour mettre en valeur la culture et les artistes. Et il ne faut jamais utiliser les artistes à des fins politiques. Ça, moi, j'y suis très attachée. Je trouve extrêmement dommageable qu'on trouve que ce soit scandaleux de ne pas vouloir être en relation avec le Rassemblement national. Je voudrais rappeler que en 2017, quand Madame Le Pen était au second tour, elle a été remplacée par un monsieur qui s'appelle Jean-François Jalc, qui était très content de pouvoir favoriser Monsieur Forisson. Je rappelle qu'il y a une enquête du journal Le Monde sur les liens du Rassemblement national. Ce sont les Perpignanais qui sont victimes de cela. Non, parce qu'à la base, Indochine à la base n'était pas au courant que le concert devait se passer sur place. Donc il faut aussi se mettre à la place des artistes qui ont le droit aussi. Non mais moi je regrette évidemment que le Rassemblement national soit à Perpignan. Évidemment, je suis la première à le regretter, mais je trouve que ces boycotts, moi je ne les comprends pas. Bon, boycott, pas boycott. Moi, j'allais jamais voir Indochine, mais c'est pas parce que c'est à Perpignan ou ailleurs. C'est encore autre chose. Chacun fait comme il l'entend, mais je pense que, vous savez, Louis Alliot, peut-être que ce matin il est content parce que ça coûte de l'argent de faire un festival dans une ville et qu'on lui a enlevé. Bon, je pense qu'il s'en fout. Mais je pense que la culture et la musique peuvent grandement aider à lutter contre les idées obscures. Donc, absolument. D'accord. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite.